Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. L'égalité homme-femme sur l'héritage et de nouveau d'actualité en Tunisie. Malgré l'inscription de l'égalité des genres sur la constitution post-printemps arabe, son application dans le code successoral tarde à être mise en place par les autorités. L'île Maurice a célébré ses 50 ans d'indépendance le lundi 12 mars. Bien que la nation insulaire se soit illustrée en tant que modèle de bonne gouvernance et économique, le miracle mauricien fait face à de nombreux défis. Et puis au Bénin, 7 responsables des plus grandes compagnies commerciales pharmaceutiques ont écopé de 4 ans de prison dans le cadre du procès des faux médicaments. À suivre dans ce journal, la réaction de l'avocat de la défense. L'égalité dans l'héritage est un droit et non une faveur. Telle était la revendication des femmes tunisiennes lors d'une marche organisée ce 10 mars dans les rues de Tunis. Pourtant prévue dans la constitution post-printemps arabe, cette disposition peine à être appliquée dans le code successoral, dans un pays qui est souvent considéré comme un modèle d'avancement dans le droit des femmes. C'est un sujet de la rédaction. C'est l'un des derniers bastions du patriarcat, contre lequel les femmes tunisiennes ont foulé le pavé le samedi 10 mars. Organisée par plusieurs associations de défense des droits des femmes, cette marche dénonçait le manque d'égalité homme-femme sur la question de l'héritage, une question sur laquelle le droit tunisien avait déjà statué. Nous avons une constitution qui déclare que l'État est civil, mais tout le monde sait que notre peuple est musulman. Et nous ne voulons pas aller dans les réformes qui choqueraient le peuple tunisien. Mais il faut que nous disions que nous allons vers l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Une égalité qui peine à être appliquée dans le code successoral du pays, malgré la constitution post-printemps arabe qui pourtant prévoit l'égalité des genres face à l'héritage. Bien qu'une première proposition de loi ait été étudiée en 2016, les hommes héritent actuellement de manière systématique du double que les femmes. Si toutefois la révision du code successoral venait à être appliquée, elle pourrait présenter de nombreux avantages. D'abord, il pourrait contribuer à l'économie des femmes elles-mêmes parce que nous avons, par exemple, dans le sud du pays, dans les régions les plus pauvres, les femmes ne méritent pas du tout. Pour l'économie générale du pays, vous savez, les femmes, elles supportent l'économie du pays. Dans l'agriculture, par exemple, 90% des ouvriers sont des femmes et en même temps, elles ne méritent pas de la terre. Seulement 12% de femmes ont des terres. Vous voyez, elles travaillent la terre mais sans l'hériter du tout. La Tunisie s'avance néanmoins vers la fin du débat, créé par le gouvernement afin de réformer les lois, directives et autres textes entravant les libertés des femmes. La Commission pour les libertés individuelles doit statuer sur la question d'ici juin 2018. Le cinquantenaire de l'indépendance de l'île Maurice a été célébré le lundi 12 mars. En 5 décennies, la nation insulaire s'est illustrée non seulement en tant que modèle de bonne gouvernance, mais aussi en tant que l'une des économies les plus dynamiques de la zone Afrique-Océan Indien. Malgré ses performances, le miracle économique mauricien est pourtant confronté à de nombreux défis. Les précisions avec Solène Duplessis. 50 ans après son indépendance, le 12 mars 1968, l'île Maurice est aujourd'hui un modèle économique et démocratique sur le continent africain. Une réussite économique signe d'une décolonisation réussie, mais incomplète selon les autorités mauriciennes. En effet, Maurice réclame la souveraineté sur l'archipel de Chagos, détenu par le Royaume-Uni. Le 22 juin 2017, un vote à l'Assemblée générale des Nations unies a relancé l'affaire de l'archipel qui oppose depuis un demi-siècle les deux pays. Autant qu'il m'est fier. Autant nous sommes fiers du parcours que nous avons fait. Nous avons beaucoup à célébrer depuis notre indépendance, mais il est dommageable que 50 ans après, notre décolonisation n'est pas encore complète. Nous allons continuer nos efforts pour exercer notre souveraineté sur tout l'archipel des Chagos. Après qu'une majorité de pays nous ait soutenus aux Nations Unies, la Cour de justice doit désormais écouter notre demande. Tant que notre décolonisation ne sera pas complète, nous continuerons la lutte. En 5 décennies, l'île Maurice est devenue l'une des économies les plus dynamiques de la zone Afrique-Océan Indien. Dans les années 80, l'île a connu un boom économique avec un taux de croissance s'élevant autour de 7%. Les économistes parlent alors d'un miracle économique mauricien pour ce pays autrefois jugé vulnérable. Malgré une économie concentrée sur deux secteurs uniquement, malgré le fait qu'il y a
une diversité extrêmement importante de religions, de foi, de confessions à Maurice, nous avons pu non seulement tenir, mais aussi progresser à un rythme qui est quand même assez extraordinaire. Et les Mauriciens, en regardant ces 50 ans passés, on aime l'appeler ici ainsi, le miracle du fait qu'un pays qui était voué à l'échec a réussi et de quelle manière. L'île Maurice est aujourd'hui confrontée à un nouveau défi. La présidente de l'île, Amina Gorib Fakim, impliquée dans une affaire de corruption, a déclaré qu'elle pourrait démissionner de la présidence. Une affaire qui remet en question la corruption de la classe politique mauricienne. 4 ans d'emprisonnement, c'est ce dont ont écopé 7 responsables de compagnies commerciales pharmaceutiques dans le cadre du procès des faux médicaments au Bénin. Ces 7 grossistes répartiteurs ont en effet été condamnés pour vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente ou encore vente de substances médicamenteuses falsifiées. En plus de ces peines d'emprisonnement, les grossistes devront s'acquitter de 100 millions de francs CFA de dommages et d'intérêts. On écoute à ce sujet Maître Alao Sadikou, l'avocat de la défense. Bien, l'avocat doit prendre acte des décisions de justice. Le président du GDS-Afrique que je suis constate que le droit s'éloigne de plus en plus de nos tribunaux pour faire place à l'innommable. La seule question que l'on est en droit de se poser, c'est de savoir si ceux qui ont fait le choix de fuir le pays pour ne pas être confrontés à la justice n'ont pas fait le bon choix. Ce qui est sûr, c'est que dans un tel contexte, personne n'est en sécurité. En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie a vu le jour. C'est la première usine de ce genre en Afrique. Elle fournira de l'énergie à partir de 1400 tonnes de déchets chaque jour, ce qui représente environ 30% des besoins en électricité de la population. Badawi Adidjatou. En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie est en construction sur le site de la décharge de Kosh à Addis Abeba. L'unique du genre en Afrique, l'usine incinérera 1400 tonnes de déchets ménagers par jour, soit 420 000 tonnes de déchets par an. Grâce à la transformation des déchets, l'usine de Kosh fournira 30% d'électricité à la ville d'Addis Abeba. Nous pouvons dire que les avantages sont énormes pour l'Éthiopie de pouvoir construire ces centrales. N'oublions pas qu'elle se situe dans la rivalisation des déchets, dans les actions du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. Donc d'abord, il y a le respect des engagements pris par l'État éthiopien à travers les INDC, ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national. C'est un accord qui demande à tous les pays de pouvoir s'engager pour la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi la volonté politique de pouvoir développer l'industrie tout en respectant les clauses environnementales mondiales. L'usine de Kosh est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement éthiopien et un consortium d'entreprises internationales. La construction de l'usine s'inscrit dans le cadre du projet Repi West to Energy, qui est une stratégie du gouvernement éthiopien pour mieux lutter contre la pollution à travers la promotion de l'énergie renouvelable dans tous les secteurs de l'économie. Dans l'économie, il y aura aussi le développement de plusieurs secteurs d'activité. Quand on sait que ce sera une chaîne au niveau de la collecte des ordures, le classement, le transport. C'est le niveau de vie des populations qui se verra, des populations qui travaillent dans le secteur qui se verra élevé. Il y aura aussi le développement d'un certain nombre de matériels qui entrent dans la construction de ces centrales. La construction de l'usine de transformation de déchets sur le site de Kosh permettra à l'Éthiopie d'atteindre sa stratégie d'économie verte, une initiative inédite qui pourrait inspirer d'autres États en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.